Nous avons également mené 4 études de cas qui portent sur des actions environnementales. Donc, dans un premier temps, nous avons 3 études de cas qui portent sur le sujet de l'empreinte carbone. Donc, pour les passer en revue rapidement, nous avons l'étude de cas qui nous a été proposée par Veolia, qui explore les actions de captage du méthane sur le centre d'enfouissement technique d'Ipero au Brésil et de cogénération d'électricité verte. À noter que c'est notre seule étude de cas qui porte sur un périmètre international. Ensuite, nous avons l'action proposée par le groupe Bell sur le remplacement d'une chaudière au gaz par une chaufferie biomasse au sein de l'usine d'Evron, localisée en Mayenne. Et enfin, Sogaris qui nous propose les actions qu'ils mènent pour accélérer l'électrification des flux de leur site logistique de Rungis, leur plateforme logistique, donc localisée en Île-de-France. Une étude de cas porte sur le volet de l'empreinte eau. Elle nous est proposée par l'Occitane en Provence sur le sujet de la mise en place du recyclage de l'eau en boucle fermée sur la manufacture de la Gorse, localisée en Ardèche. Pour chaque cas, de la même manière que pour les études de cas sociales, les coûts évités ont été évalués à 2 niveaux, lorsque possible et cohérents. Tout d'abord, on y revient très rapidement, mais les coûts évités via l'action de l'entreprise directement, quels seraient les coûts supportés par les autres types de parties prenantes, notamment les écosystèmes, les territoires ou encore la puissance publique. Et ensuite, quels seraient les coûts évités via une mobilisation collective. On vient là évaluer tout ce qui est bénéfice d'un passage à l'échelle de l'action. Pour revenir sur les résultats de nos différentes études de cas, tout d'abord quelques précisions. Chacun des cas retenus ici va répondre à des enjeux territoriaux d'ampleur, concrets, qui sont détaillés et caractérisés au sein du rapport. Alors on s'est posé beaucoup de questions méthodologiques sur nos différents cas, sur la manière d'estimer les coûts. Par exemple, pour les études de cas carbone, j'y reviens pas en détail, mais on s'est posé beaucoup de questions sur la façon de monétariser la tonne de carbone. Donc quel coût retenir? On a parlé coût social du carbone notamment, et sur le volet de l'empreinte eau, sujet encore plus divers et complexe en termes d'impact, parce qu'on est sur un sujet multi-impact, avec beaucoup d'impacts indirects notamment. On y reviendra ensuite. Donc pour revenir rapidement sur nos enjeux. Tout d'abord, lorsque l'on considère donc l'étude de cas de Bell, la mise en place d'une chaufferie biomasse à Évron, ce qu'on voit, c'est que ce sujet répond à un nombre d'enjeux relativement importants. Tout d'abord, on le note, les besoins de chaleur représentent 43% de la consommation d'énergie en France, selon l'ADEME. Deuxième point, la filière biomasse représentait en 2022 plus de 30 000 emplois non délocalisables en France, toujours selon l'ADEME. Cette étude de cas répond ainsi non seulement à des enjeux de décarbonation et de réduction des impacts des émissions carbone, mais aussi à des enjeux de dynamisme local et de création et maintien d'emplois pour les territoires. En termes de résultats, via l'action directe du groupe Bell, comparaison avant et après la mise en œuvre du projet, on estime 1,7 million d'euros évités en 2024. Pour le scénario de passage à l'échelle, donc le scénario de mobilisation collective, on estime cette fois 51 millions d'euros qui pourraient être évités sur l'année si l'ensemble des sites industriels agroalimentaires français atteignait l'objectif de 38% de chaleur renouvelable d'ici 2030, un objectif fixé par la loi Transition énergétique pour la croissance verte. Concernant le cas de Sogaris, donc là on observe les actions qui favorisent l'électrification des flux logistiques sur la plateforme de Rungis, donc plusieurs enjeux qui viennent souligner l'importance de ce cas. Tout d'abord, le transport routier représente 33% des émissions de gaz à effet de serre en France, selon l'OMTE. La pollution atmosphérique, par ailleurs, fortement impulsée par le transport routier, a contribué à près de 40 000 nouveaux cas de maladies respiratoires chez l'enfant entre 2016 et 2019 sur notre territoire. Ça, c'est Santé publique France qui nous le montre. Et enfin, un dernier sujet fortement lié au trafic routier, c'est la pollution sonore liée au trafic routier qui constitue en France, en Europe, le deuxième facteur de dommages sanitaires selon l'ADEME et l'OMS. Donc vous le voyez, un sujet vraiment structurant sur plusieurs aspects. Et donc ce qu'on voit, donc, d'une part, sur le volet par attribuable aux actions de Sogaris, nous n'avons pas effectué de calcul pour cette étude de cas. En effet, on est sur un effet levier de l'entreprise trop indirect, puisqu'on considère l'électrification des flottes des exploitants de ces sites. Puis on avait des enjeux de données également par ailleurs. Mais donc on a fait le scénario de mobilisation collective. Et donc le passage à l'échelle pourrait permettre des coûts évités à hauteur de 2,8 millions d'euros en 2030, dans le scénario de l'atteinte à l'échelle locale de la part de véhicules électriques dans les flottes logistiques telles que définies par les trajectoires AME du ministère de la Transition écologique.
passer sur la diapositive suivante. Donc pour l'étude de cas Veolia, je vous le disais en introduction, c'est la seule étude de cas qui porte sur un périmètre international. Donc on observe le captage du méthane et la cogénération d'électricité verte sur le site d'enfouissement technique d'Ipero, localisé au Brésil. En termes d'enjeux, une fois de plus, des enjeux structurants. Tout d'abord, la décomposition des déchets urbains représente environ 5% des émissions mondiales selon l'ONU. Par ailleurs, la production mondiale de déchets ménagers pourrait être amenée à augmenter de 70% entre 2018 et 2030 selon la Banque mondiale. Ces enjeux sont particulièrement critiques au Brésil, un pays qui est fortement exposé aux enjeux environnementaux et climatiques. En matière de résultats, on estime, via l'action de Veolia, comparaison toujours avant et après la mise en œuvre du projet, 29 € qui sont évités par habitant desservi en 2024, pour un total de 1 million d'habitants desservis par le site. Ensuite, pour ce cas-ci, nous n'avons pas réalisé de scénario de passage à l'échelle. Il ne sera donc pas présenté pour ce cas. Et enfin, concernant le dernier cas, l'Occitane en Provence, là on est sur le recyclage de l'eau en boucle fermée sur la manufacture de la Gorse. En termes d'enjeux, on le sait, sur le sujet de l'eau est particulièrement critique. Tout d'abord, premier chiffre, à l'été 2022, on a 86% du territoire national qui était concerné par des arrêtés de sécheresse, sur la Drias. À noter par ailleurs que l'Ardèche est un territoire particulièrement sensible aux enjeux relatifs à l'eau en termes de disponibilité et de qualité de la ressource. Et enfin, un point qu'on est venu creuser de façon détaillée dans le rapport, je vous inviterai à aller regarder toute la partie caractérisation de façon plus détaillée, mais le manque d'eau peut engendrer des réactions en cascade nombreuses sur les écosystèmes à partir de certains points de bascule. En termes de résultats, si on observe uniquement l'action de l'Occitane en Provence sur son site, on est à 0,1 million évités en 2026 via l'action de l'Occitane, ce qui inclut par exemple des surcoûts liés à la mise en place d'infrastructures ou encore la perte de valeur ajoutée de certaines activités. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est quand on observe le scénario de passage à l'échelle. Ici, l'estimation est de 45 millions € évités en 2030 via une mobilisation collective. Ici, le scénario observé, on considère le fait que l'objectif de réduction de 20% des prélèvements d'eau du territoire ardéchois serait atteint à horizon 2030. Je laisse maintenant la place aux échanges et à la table ronde. Merci beaucoup Bérénice. Et donc j'invite mes intervenants à venir nous rejoindre. Jonathan Seban, le directeur général de Sogaris, Baptiste Périssin, le directeur général de l'ADEME, Thibaut Thaler, le secrétaire général de Bell. Vous pouvez venir, hein. Allez-y. Florian Cross, qui dirige l'usine de l'Occitane en Provence, et Pierre-Yves Pouliken, qui est directeur développement durable de Veolia. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par donner la parole à Pierre-Yves Pouliken, parce que, comme vous l'avez vu, le cas de Veolia est un cas particulier, parce qu'on a choisi de regarder les effets d'une action à l'étranger, en l'occurrence au Brésil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le niveau des normes environnementales et de ce qui est demandé dans ces pays est bien en dessous de ce qui est produit finalement par l'action de l'entreprise. Et donc voilà, ça donne des résultats qui sont un peu particuliers, qui sont beaucoup plus importants que les résultats qui peuvent être ceux sur les territoires français, parce que l'additionnalité est bien plus importante. Et donc c'était un choix d'avoir un regard comme ça un peu décalé, qui nous paraissait hyper intéressant, parce que montre aussi l'impact que peut avoir une entreprise française dans son déploiement international. Alors, Pierre-Yves Pouliken, du coup, je vous pose la première question. C'est très en lien avec la présentation que Veolia fait traditionnellement de sa performance, qui est même en plein backlash, présenter ses résultats sur une performance plurielle, et donc qui n'est pas... parce qu'il y a performance globale, performance plurielle, donc Pierre-Yves me rappelle que c'est vraiment ça
le parti qu'a pris Veolia. Et donc, au moment de sortir ces résultats annuels, ceux qui comptent aussi pour la valorisation de l'action, qui sont envoyés à tous les actionnaires, c'est la performance plurielle qui est présentée, et donc intégrant les enjeux financiers, mais aussi écologiques et sociaux. Et donc, voilà, c'est ce parti pris d'accompagner l'étude pour aller vers une monétarisation et sur un cas comme ça à l'étranger, comment il résonne par rapport à cette conviction renouvelée? Bonjour à tous, merci Caroline. Je vais m'excuser parce que je dois partir à 10h15. La performance plurielle, c'est un concept qui a été lancé par Antoine Frérot il y a maintenant 5 ans, lors du premier plan stratégique Impact 2023, en même temps que la raison d'être. On a la chance d'avoir une raison d'être absolument magnifique qui réconcilie le progrès humain et la transition écologique. Et l'incarnation à travers les 5 dimensions de la performance plurielle nous permet d'embrasser les enjeux sociétaux, on en a parlé tout à l'heure. On a un taux d'engagement de 88%. Donc c'est extrêmement important et montrer que quelque part ces engagements, ça se traduit par l'actionnariat social, l'actionnariat en tant que tel, les salariés sont les premiers actionnaires du groupe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, là on va parler d'environnement, qui est une des composantes de la performance plurielle, il y en a 5, il y a 15 objectifs d'incarnation, ils sont, comme vous l'avez rappelé, présentés au niveau des résultats économiques, ils sont inscrits dans le plan stratégique, donc quand on met notre vision 24, 25, 27, on présente bien sûr notre trajectoire financière, mais aussi notre trajectoire extra-financière sur les 4 autres dimensions. Et c'est ça qu'on va suivre année après année et vérifier qu'on avance. Donc c'est extrêmement important, et dans ces 15 indicateurs d'incarnation, il y en a 2 qui sont sur les impacts positifs. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'abord, le plan Green Hub, c'est 3 grands axes. C'est régénérer les ressources, c'est décarboner nos clients et c'est dépolluer. Quand on crée, quand on enfouit du déchet, qu'on les traite, et ce genre de choses, on va avoir un impact positif. Et en même temps, on va émettre du méthane. Donc on va le capter, on va mettre toutes les technologies pour le faire. Mais on voit bien que c'est jamais blanc ou noir, que tout est lié et systémique. Donc on a besoin d'incarner aussi cet aspect vertueux. Quand on dépollue, qu'on crée un centre de traitement pour les déchets dangereux, on va protéger la biodiversité, mais en même temps, on va émettre un peu de CO2. Donc on avait besoin de montrer à travers 2 indicateurs, qui sont les émissions évitées et la régénération de l'eau préservée. On verra tout à l'heure, à travers le cas d'Occitane, c'est très intéressant de voir que l'eau, quel prix vous mettez à l'eau ? Est-ce que vous mettez le prix vendu de 3 ou 4 euros le mètre cube, ou une usine qui s'arrête parce qu'elle n'a pas d'eau ? Et donc on voit que cette valeur-là, elle est dans des échelles extrêmement importantes et compliquées à mesurer. Nous, on a fait le choix, pour répondre à votre question, de s'engager. Et aussi, comme on est dans 54 pays, la valeur monétaire, c'est un sujet compliqué. On a beaucoup débattu lors de l'étude avec vous et Weston. Voilà, mais par contre, ce qui est clair, c'est que les Brésiliens, ils ont droit aussi à leur engagement, à leur valorisation en tant que telle. Donc nous, on va rester comme on est dans des pays très différents, même si le carbone est une unité mondiale et qu'on va tous être impactés par un carbone diffus, de rester sur des métriques qui sont non contestables. Donc on est sur la tonne de CO2, on est sur le mètre cube d'eau préservée, parce que là, on est sur du métrique industriel, physique, non contestable. La valorisation, la translation en euros, c'est une autre étape. C'est quelque chose de différent, ça se fait dans des travaux complémentaires, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel le groupe s'engage, parce que sinon, on a trop de problèmes d'ONG et autres, et les émissions évitées, le groupe avait pris le leadership de parler de Scope 4, d'émissions évitées, de l'inscrire dans son plan. On a eu des remarques de pairs, d'ONG, voilà, et alors on était resté que sur la tonne évitée de CO2. Et du coup, un travail comme ça collectif, parce que c'est ça qu'on a choisi de faire pour avancer sur ces questions. Donc évidemment, pas le positionner comme on le disait très bien en intro, comme un élément de communication, mais comme un élément de travail pour essayer d'aller plus loin sur ces dynamiques d'objectivation que vous avez intégrées au cœur. En quoi ça vous paraît dresser des prochaines étapes ? Nous, on a comme vocation de dire, et on a une conviction profonde, c'est que l'entreprise, ça a été dit tout à l'heure, elle est source de création de valeur. Elle propose des solutions,
et elle s'est engagée. Donc d'un côté, on va mitiguer nos risques, on est obligé en tant qu'entreprise de montrer l'exemplarité, de montrer qu'on diminue nos impacts négatifs. Mais toutes les solutions proposées par les entreprises un peu vertueuses, que ce soit d'Impact France, que ce soit d'entreprises pour l'environnement et autres, il y a quand même un tissu économique. Et en France, on l'a dit tout à l'heure, le tissu économique, il n'est pas encore complètement appréhendé par la moitié de la population. Donc il faut rappeler que les entreprises engagées, Impact France, mais, voilà, et d'autres, on va dans le bon sens. On propose des solutions. Et en fait, on a besoin d'évaluer ces solutions. Donc vous parliez tout à l'heure de quête de sens, M. Humbert en parlait, vous parliez de start-up, de fonds à impact. C'est très intéressant de voir qu'elles cherchent toutes à mesurer leur impact en tant que tel. Je travaille avec des start-up, vont traiter les PFAS, sujet d'actualité. Donc la tonne de PFAS prélevée de l'environnement, c'est un indicateur. Après, comment on le monétise, c'est un autre débat. Mais déjà, voilà, pouvoir communiquer en disant, donner du sens à ce qu'on fait, donner du sens à notre actionnariat, aux parties prenantes d'une manière importante. Voilà, alors la corrélation en euros, ça fait partie de cette dynamique, puisqu'on est dans un monde assez financiarisé, mais moi j'attire l'attention que c'est un équilibre. Et il faut savoir à quelle partie prenante vous parlez, et surtout de faire attention au référentiel. Donc on a fait cet exercice et on était très content d'accompagner Impact France parce que c'est la bonne dynamique, ça met les entreprises au cœur d'un débat qu'on considère positif. J'attire l'attention, attention à la communication autour, c'est juste le bémol que je fais, parce que on n'est pas dans la macroéconomie. Tout à l'heure, France Travail, la politique publique s'inspire de travaux macroéconomiques. Nous, en tant qu'entreprise, on doit être assez prudent sur la communication et sa translation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et du coup, j'en profite pour rebondir avec Jonathan Seban, qui est donc Sogaris. C'est une entreprise logistique et donc on a travaillé sur le cas qui a été présenté sur Rungis sur l'électrification des flottes associées à la mise en place de cette plateforme. Et donc là aussi, un travail prospectif pour essayer d'intégrer les coûts évités liés finalement à l'activation de vos parties prenantes. Et donc voilà, qu'est-ce que cette étude vous a permis de mieux comprendre, de regarder peut-être différemment sur cette action? Merci beaucoup pour cette invitation. Déjà peut-être pour remercier les équipes d'Impact France, Wavestone et les équipes de Sogaris pour cet important travail je dirais de qualification, de recensement, d'analyse. Peut-être simplement pour représenter rapidement Sogaris, mais ce qui en fait va aider à la mise en perspective des résultats, je pense. Donc Sogaris, on est une entreprise immobilière. On développe des entrepôts alors, de différents types. Certains peuvent être très urbains, d'autres le sont un peu moins. Et on a cette spécificité d'être une entreprise privée avec des actionnaires qui sont majoritairement publics. Et donc, de fait, on recherche à s'inscrire dans, je dirais, la poursuite d'une forme d'intérêt général, en tout cas que nous, on retranscrit au travers d'un objectif essentiel, qui est notamment celui de la décarbonation des flux. Ce que vous avez excellemment bien dit, c'est-à-dire qu'au fond, au travers une meilleure localisation des entrepôts sur le territoire, eh ben, on participe à transformer les pratiques de nos propres clients, que ce soit des acteurs qui livrent à des entreprises ou qui livrent à des particuliers. On a tous en tête évidemment la livraison du colis, mais ce n'est pas que ça, c'est plus large. Et de fait, oui, cette question de la décarbonation, comme je disais, elle est à la fois absolument centrale dans la manière dont on pense notre activité, mais en réalité, elle est aussi très indirecte, puisque on n'est que bailleur de nos clients. Et donc, en fait, l'accompagnement des pratiques, il peut certes se faire par un certain nombre d'actions coercitives, notamment en imposant un certain nombre de conditions d'exploitation, mais enfin, le plus souvent, c'est surtout une forme d'accompagnement dans le fait de mettre à disposition un certain nombre d'infrastructures, de recharge typiquement, ou alors d'accompagnement financier, voire même de choix de nos locataires. Et donc on en vient au sujet de l'étude. Sogaris, c'est une entreprise historique, on y reviendra tout à l'heure, qui a commencé sa vie dans les années 60 par la constitution d'une grande plateforme logistique, en effet à Rungis, mitoyenne de ce qu'est aujourd'hui le marché d'intérêt national. Et cette plateforme logistique, c'est 30% de notre patrimoine. Et donc, c'est finalement aussi à la fois notre vaisseau amiral, mais je dirais notre laboratoire pour imaginer ce que peut être demain
une logistique différente d'une part, et puis aussi pour mieux qualifier et quantifier les pratiques de nos clients. Et donc la question de savoir finalement ce qu'est l'impact de la décarbonation des flux sur un territoire qu'on s'est nous bien identifié comme celui de Rungis, il est central. Il est central à la fois pour le territoire lui-même, mais aussi pour ce que l'on va pouvoir en tirer comme enseignement pour le reste de notre patrimoine et pour l'échange avec nos parties prenantes. Et donc, ce que fait cette étude, c'est quoi ? C'est finalement de se dire, je me mets dans un scénario prospectif qui est en effet celui que fixe le ministère de la Transition écologique sur globalement le tendanciel de la décarbonation des flux. On y reviendra parce que je pense que c'est un scénario qui est assez défensif, en tout cas pour nous, qui est un scénario vraiment de base, et on escompte pouvoir faire absolument mieux que cela. Et on se dit, à horizon 2030, donc dans ce scénario-là, on en sera où finalement de la décarbonation, et ça veut dire quoi en termes de coûts évités. Et donc c'est ça qu'a pu, pour le coup, calculer l'étude. Et donc on se dit que, je me place en 2030 dans ce scénario tendanciel qui dit qu'un peu moins de 15% des flux logistiques seront décarbonés à cet horizon-là. Eh bien, c'est de l'ordre de un peu moins de 3 millions, 2,8 millions d'euros qui seront économisés, qui seront des coûts évités dans ce contexte-là. Alors 2,8 millions d'euros, il faut les mettre en perspective, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que la plateforme de Rungis, c'est 0,2% du patrimoine, du territoire de Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est-à-dire en gros l'espèce d'intercommunalité qui environne ce territoire-là. Donc on voit que c'est tout petit. Et à l'échelle de ce territoire tout petit, on sait en fait générer presque mécaniquement, c'est-à-dire simplement en enregistrant, en accompagnant ce qui est aujourd'hui une évolution des pratiques, un peu moins de 30 millions d'euros de coûts évités. Et je le disais aussi, c'est que en réalité, l'idée, c'est pas de se dire je suis sur ce tendanciel, c'est comment je sais faire mieux. Et donc aujourd'hui, en tout cas, nous, c'est la mission qu'on se donne, c'est aujourd'hui. On équipe en fait ce site un certain nombre d'aménités pour que précisément la décarbonation se fasse à un rythme accéléré. On a un peu moins de 100 bornes aujourd'hui, on commence à décarboner les flux poids lourds, ce qui est absolument important. Et donc voilà, on comprend bien comment finalement on a à la fois une forme de mécanique qui va générer des coûts évités, et ça c'est absolument indispensable sur un sujet qui est un sujet de santé publique absolument colossal, mais en fait comment le volontarisme et donc un engagement poussé sur cette question de la décarbonation peut très rapidement nous amener à enregistrer des résultats qui sont meilleurs que ces 3 millions de coûts évités à cet horizon 2030. Et en creux, du coup, on arrive à montrer aussi les coûts de l'inaction, in fine. Parce qu'on voit que si cette action n'était pas faite pour suivre ces scénarios, voire pour les améliorer, derrière, effectivement, on voit combien ça pourrait engendrer comme coût supplémentaire. Absolument. Alors, on va dire qu'on est solidaire d'un écosystème dans lequel on s'insère, mais le monde de la logistique, au sens large du terme, est un monde complexe parce que c'est un écosystème à marge extrêmement faible, où finalement les choix d'investissement sont des choix qui sont très souvent... on va dire des choix douloureux, en tout cas pour nos clients. Et donc on voit bien que les décisions d'équipement, de transition des flottes, sont toujours finalement des sujets délicats. Et en réalité, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, qui est quand même plutôt un contexte de backlash environnemental, où finalement l'inaction n'est plus perçue comme étant une option fermée, mais au fond un choix entendable, eh bien, précisément, on voit bien que ne rien faire, c'est de fait s'asseoir sur ce que peut être ces coûts évités, voire même, parce qu'on ne l'a pas modélisé dans l'étude, ça a été bien dit, voire même en réalité des externalités négatives qui vont représenter des coûts supplémentaires qui en réalité vont peser évidemment sur la collectivité. Merci beaucoup. Alors Thibaut, je vous donne la parole. Sur Belle, là, on a travaillé sur une usine. Donc on a vraiment fait un cas pour essayer de voir comment on pourrait aussi... intégrer cette méthodologie au cœur du quotidien des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que finalement, là, la méthode qui a été utilisée vous apporte aussi comme regard nouveau, voire comme pratique nouvelle aussi dans l'entreprise ? Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais m'inscrire dans la démarche de Jonathan en remerciant déjà le mouvement Impact et les équipes de Wavestone, notamment Bérénice, qui a réussi à mettre en place cette question de la décarbonation pour mesurer l'impact, qui est sur un sujet aussi complexe et abscon parfois que la décarbonation, mettre des mots et des chiffres. C'était pas évident. Donc nous, le groupe Bell, sur cette question du changement de regard, je dirais que l'étude a plutôt renforcé notre conviction. La conviction très forte au sein de l'entreprise, donc le groupe Bell, qui est un groupe agro-industriel français, connu pour ses marques comme La Vache qui rit, Kiri Babybel ou encore Pompot, qui a 8 sites industriels en France et engagé dans des démarches de RSE et de décarbonation depuis de nombreuses années maintenant,
avec des ambitions très fortes, 75% de réduction des émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 d'ici à 2035. On est déjà à 41% entre 2017 et 2024, et on voit là que la biomasse, à travers le site d'Evron, permet d'atteindre ces objectifs-là. Ce qu'on a réussi à identifier, c'est qu'on voit qu'on est à 9000 tonnes de CO2 évitées en 2024, qu'on a réussi à convertir sur à peu près 1,7 million d'euros. Mais ce qui est très intéressant dans les résultats de l'étude, c'est que non seulement on a un impact environnemental, mais que l'étude nous aide et nous donne des billes pour comprendre qu'on est sur une valorisation également territoriale et économique. C'est-à-dire que sur la décarbonation, on voit que non seulement on va chercher des choses pour valoriser l'environnement et pour remplir les ambitions fixées par l'entreprise, mais qu'on participe à de la création de valeur au sein de l'écosystème local. C'est-à-dire que je décarbone, mais je m'approvisionne avec une biomasse locale, donc de fait, je crée de la valeur environnementale et économique pour mon écosystème. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important en termes d'impact, et je pense que ce projet de chaudière biomasse-là, qui a été un investissement conséquent, sur lequel on s'est appuyé sur l'ADEME avec le Fonds Chaleur pour une partie, démontre qu'en fait, la décarbonation, ce n'est pas seulement un concept abscon, que sur les territoires, au sein d'une usine, ça va créer de la valeur. Et c'est une excellente mesure de comparaison, où aujourd'hui, la décarbonation, on pouvait se le dire, c'était peut-être un centre de coût. Là, je ne suis plus uniquement un centre de coût, je suis un investissement à rendement collectif. Parce que je vois que tout simplement, je vais avoir la capacité de participer à la création de valeur du territoire. Et c'est vraiment quelque chose qui nous donne une responsabilité supplémentaire et sur lequel l'étude nous a énormément aidé et va permettre de donner des billes supplémentaires dans les travaux et les discussions qu'on aura avec la puissance publique notamment. Merci beaucoup. Alors Florian, j'enchaîne aussi parce que c'est au cœur de l'entreprise qu'on a aussi évalué les coûts évités liés à votre gestion particulièrement précautionneuse et environnementale de l'eau. Merci d'ailleurs d'avoir accepté, hein, parce que pour des équipes qui sont au quotidien, voilà, au cœur de l'entreprise, d'avoir accepté de prendre du temps aussi pour nous transmettre les données, parce que toutes les entreprises ont pris du temps pour nous transmettre des données pour qu'on puisse vraiment aller au bout de l'expérience et de l'objectivation de cette performance. Et donc du coup, vous, aujourd'hui, comment ce travail il résonne par rapport aux investissements que vous avez faits, au travail que vous faites? Est-ce qu'il lui redonne plus de légitimité, comme le disait Thibaut? Est-ce que vous pensez que ça va vous permettre de faire plus, ou est-ce que déjà ça vous permet de voir les choses mieux, plus précisément? Merci Caroline. Avant de répondre à la question, peut-être qu'il est intéressant de comprendre le projet. Pour les gens les plus polis dans la salle, vous allez me dire que vous savez qui est l'Occitane en Provence, parce que vous êtes super sympa. Et ceux qui sont super sympas, ils vont me dire que l'Occitane, c'est de la production de produits de beauté ou cosmétiques. C'est vrai, mais ça, c'est qu'un moyen pour nous, en fait. Nous, notre souhait, au niveau de l'Occitane en Provence, c'est d'impacter positivement nos écosystèmes. Et dans impacter positivement nos écosystèmes, il y a effectivement toute la partie énergétique, décarbonation, etc., etc. Mais il y a également toute la partie biodiversité et impact en lien avec l'eau. Et on a eu du mal à fédérer, à travailler, à se lancer sur ce projet. Donc quand Mouvement Impact France est venu nous solliciter en disant est-ce qu'on peut valoriser le travail et puis faire une montée en échelle, on a sauté sur l'occasion pour se dire essayons, on verra comment l'utiliser. Concrètement, le projet il est super simple. On a 2 usines en France, une manufacture à la Gorse, en Ardèche, et une autre dans les Alpes de Haute-Provence. On a pris une de ces 2 manufactures et on a dit on va récupérer l'eau qui est considérée aujourd'hui comme un déchet, on va la traiter et on va la réutiliser en boucle fermée dans nos process. Très simple, a priori. Dans ce très simple, on en est aujourd'hui, on a des bons résultats. On a démarré en 2020, les premiers résultats sont sortis il y a 12 mois. On a réduit de 30% nos consos en phase 1, et sur la dernière phase, on réduira de 60% nos consommations. Donc on va se dire, c'est chouette, ça fonctionne. Mais concrètement, ce que ça nous a permis de voir au niveau de cette étude, c'est les coûts évités d'environ 100 000 euros, anecdotiques par rapport à tout ce qui vient d'être présenté précédemment, qui sont uniquement des coûts évités par rapport à la puissance, on va dire, à l'acte territorial, que ce soit les acteurs économiques, que ce soit les riverains. Mais en tout cas, l'impact est faible. Et faible, et finalement, est au même niveau que la valeur que l'on donne à l'eau. Quand on commence à faire une montée en échelle et quand on regarde le département de l'Ardèche, ça c'est intéressant. Le département de l'Ardèche, on est une des 900 entreprises du département de l'Ardèche. Le département de l'Ardèche, pour les plus sympas d'entre vous, vous direz que vous y êtes allé
pour faire du tourisme, voire du kayak. Donc forcément, vous êtes allé en considérant que l'eau était un élément essentiel. Donc si on est l'une des 900 entreprises, si on consomme, nous, 1% de cette eau, et si on fait une montée en échelle, ces 100 000 euros qui sont petits au niveau de l'impact, on tombe sur un chiffre significatif de 45 millions d'euros qui impacte le département. Et là, on commence à parler de quelque chose d'intéressant. L'apprentissage qu'on en a, ce n'est pas ce chiffre au final, c'est comment on va l'utiliser. Tout comme tu as dit tout à l'heure, pour nous, c'est juste une confirmation d'une conviction. Ça vient juste confirmer qu'on est dans un mode où l'approche qu'on doit avoir doit être systémique. On vit tous dans le même écosystème. Tout à l'heure, la partie sociale, on a parlé, on en parle dans la partie environnementale, on vit dans le même écosystème. On est contraint aux mêmes limites planétaires. C'est peut-être important de le redire en ce moment où c'est un peu, la voix est un peu faible. On vit dans un monde contraint et on doit, sur du long terme, trouver des solutions. Ces solutions, en fait, on savait très bien qu'en lançant ce projet au L'Occitanie-en-Provence, il n'y aurait pas de gain financier. Investir 2 500 000 euros pour essayer de réduire des mètres cubes d'eau qui coûtent 3,50 €, il y a zéro gain. D'accord ? C'est pas intéressant. Sauf que nous, notre job, il n'est pas de vendre des produits, il n'est pas de réduire, il est d'impacter positivement. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir ces valeurs et cette valorisation du travail qui a été fait par Mouvement Impact France et par Wavestone, en se disant, finalement, on va enfin pouvoir rendre visible ce que l'on était convaincu, c'est-à-dire que l'eau est une richesse essentielle qui n'est pas valorisée à son bon niveau. Donc voilà comment on va l'utiliser. Et alors, tous, vous m'avez parlé là de renforcer vos convictions. Est-ce que ça change, est-ce que ça va changer une partie de vos relations avec certaines parties prenantes ? Est-ce que, par rapport à vos relations avec le secteur public, avec des investisseurs, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir l'utiliser aujourd'hui ? Évidemment, c'est une étude prospective et donc il y en aura d'autres et encore plus précises pour vous y aider. Mais est-ce que vous voyez déjà 1, 2, 3 moments où vous allez pouvoir renforcer les convictions, pas seulement les vôtres, mais ceux qui vous entourent ? C'est une bonne question. Chez Bell, on a la chance déjà d'avoir à nos côtés le département finance, parce que la finance et la RSE sont au sein de la même structure, au sein de la direction de l'impact. Donc ça permet déjà en interne d'avoir un vrai sujet de conviction. Ce qui est intéressant, et je le disais, c'est que ça apporte des arguments, du concret. On parlait tout à l'heure de ROI, le ROI qui est un peu l'alpha et l'oméga parfois en entreprise sur les investissements et sur le CAPEX. Le fait d'avoir des éléments concrets, et là je reviens sur notre étude de cas sur cette question du territoire. J'ai un impact territorial sur la décarbonation, j'arrive à valoriser mon écosystème et à en faire une partie prenante des sujets. Je pense que c'est extrêmement important. Et concernant les structures publiques, oui, je pense que les structures publiques, une structure comme l'ADEME, aura forcément besoin d'avoir des éléments concrets aussi pour démontrer qu'un investissement dans la décarbonation, ça va valoriser le territoire, ça va valoriser l'emploi, et que quand je crée une ligne de production, oui, c'est facile de dire je vais créer de nouveaux emplois, mais là, si j'arrive à avoir quelques arguments vérifiés, et bien entendu, on le disait, il y a beaucoup d'hypothèses de travail dans les études qui ont été faites et ici, mais on a quelque chose d'un peu plus tangible. Et on a ce besoin de concret, ce besoin de dire qu'on crée de la valeur pour nos territoires et qu'on n'est plus seulement un centre de coût, j'insiste, mais un investissement à rendement un peu plus collectif. Florian, vous ? Allô ? Oui, ça marche. C'est bon. Ouais. J'aime bien raconter des histoires. Alors, je vais vous raconter une histoire. Quand on s'est lancé il y a 2-3 ans dans ces grands programmes d'impact positif, carbone ou ce que l'on veut, on s'est dit qu'on était convaincus que travailler seul ne marcherait pas et on voulait bosser avec l'ensemble de nos communautés. On voulait bosser avec les autres entreprises du coin, locales, territoriales, et les parties prenantes, quelles qu'elles soient, de la préfecture en passant par les élus, les agglos, etc., etc. Et donc on a lancé des grandes démarches. On leur a dit, venez, on va faire des boucles énergétiques, ça va décarboner. On leur a dit, ouais, venez, on va faire de la mobilité douce à travers du covoiturage pour tout le département. Venez, on va travailler sur l'eau. Et ce qu'on a vu, c'est que tout le monde était preneur des 2 premiers sujets. Décarbonation, aucun problème. Tout le monde est allé. La boucle énergétique, on est parti avec les élus, on est parti avec la préfecture, on est parti avec plein d'entreprises en se disant, bah ouais, c'est sympa, ça va marcher. Le covoiturage, pas de problème, ça crée de l'émoi, il n'y a aucun problème. Pourquoi, en fait ? Parce qu'ils y voyaient un gain financier. Par contre, dès qu'on est arrivé sur l'eau, il n'y avait plus personne. Plus personne, parce que personne n'y voit un intérêt financier ou un intérêt extra-financier, en tout cas qui soit mesurable, défendable vis-à-vis de l'interne de leurs entreprises, en disant « j'ai envie d'y aller ». Donc, à la question que tu poses, mais
complètement. Aujourd'hui, grâce à ces données, on va pouvoir mobiliser. Et pour moi, il n'y a pas de différence dans la mobilisation entre des entreprises, des élus ou le corps de l'État, puisque les uns et les autres ont les mêmes intérêts, et que quand il y en a un qui y va, les autres font boule de neige et y vont également. Donc moi, j'ai hâte de pouvoir communiquer sur ces éléments pour pouvoir engager les petits copains. Et toi, Jonathan, tu disais que là, c'est une entreprise aussi qui a des parties prenantes publiques. Est-ce que dans le conseil d'administration, c'est des choses qui vont pouvoir être discutées, peut-être en apportant d'autres regards ? Oui, sans aucun doute. Moi, il me semble que, mais ça rejoint très largement ce qu'ont dit avant moi Thibaut et Florian, il me semble que ça amène une forme de lumière différente sur des actions que l'on engageait d'ores et déjà. Moi, j'ai le sentiment que cette problématique de la monétarisation, de l'objectivation d'une certaine manière financière par les coévités, c'est à la fois une forme de condition nécessaire aujourd'hui pour pouvoir finalement établir un dialogue sur des sujets qui sont difficiles à cerner. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas une condition absolument suffisante. Pourquoi ? Parce que je suis assez lucide, cette question des coévités sur la problématique de la décarbonation, en fait, ou sur celle de la pollution par exemple, en fait, ça fait quand même des années qu'on en parle. Dans l'étude est très bien cité un rapport du Sénat qui date de 2015, qui estime le nombre de décès liés à la pollution ou que l'on pourrait éviter avec moins de pollution. On parle de plus de 40 milliards d'euros de coûts dépensés. Donc, d'une certaine manière, on est déjà dans un temps de la monétarisation de ces données-là. Et pour autant, on l'a dit, hein, on est quand même encore à se dire comment on arrive à surmonter le backlash environnemental. Donc, je pense qu'il y a à la fois la nécessité de pouvoir établir ces données-là, mais en même temps se dire qu'elles ont une forme de limite. Je pense que la dimension trop globale nous porte préjudice. L'intérêt de cette étude, c'est qu'elle oblige à descendre à un échelon local. Et c'est là où, à mon sens, on établit peut-être une forme de dialogue différent avec des parties prenantes qui comprennent ce dont on parle directement, c'est-à-dire leur territoire et leurs enjeux essentiels. Deuxième point important, c'est que, en tout cas pour la question logistique, la décarbonation a longtemps été, je dirais, l'alpha et l'oméga de l'action, du développement, quoi. On a beaucoup d'acteurs qui ont expliqué qu'il fallait faire des sites, des entrepôts, parce que précisément on décarbonait les flux. En fait, on voit que l'acceptabilité citoyenne aujourd'hui, elle ne se satisfait pas finalement du simple argument de la décarbonation. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut quand même compléter typiquement ce que nous on a pu travailler modestement dans le cadre de cette étude par d'autres indicateurs, et c'est à mon avis aussi ce sur quoi il faut travailler. Ça n'empêche pas de continuer de penser en termes d'impact positif et donc d'objectivation aussi de ces impacts, mais on parlait de la question de l'eau, on parlait de la question de la qualité de vie par exemple. Je pense que tout ça fait partie finalement de l'arsenal à pouvoir mettre sur la table pour justifier aussi du bien fondé d'un projet. Et dernier point, et je m'arrête là, c'est que, et ça c'est notre objectif à nous, en interne chez Sogaris, il faut qu'on arrive en effet à embarquer plus largement. Donc tu parlais des actionnaires, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des actionnaires publics qui sont très sensibles à ces problématiques-là. On a aussi des actionnaires privés qui parfois sont presque plus en attente que les actionnaires publics, qui eux-mêmes considèrent qu'ils évoluent déjà dans le cadre de l'intérêt général, donc sans avoir besoin d'objectiver leurs propres actions. Ça a été dit à la table ronde précédente. Donc je dirais que d'une certaine manière, c'est presque le truc le plus simple. Ce qu'il faut, c'est aussi qu'on arrive à un moment donné à embarquer l'ensemble des collaborateurs, parce que c'est bien de parler d'engagement et d'avoir finalement une raison d'être et une vision à court, moyen et long terme. Mais je pense que cette question de la monétarisation, de l'objectivation de nos impacts, ça parle aussi très directement à celles et ceux qui sont au quotidien dans ces actions. Avant de revenir sur justement le rôle en interne de l'entreprise, Baptiste, vous avez entendu les réactions des entreprises. Évidemment, à l'ADEME, vous travaillez beaucoup sur cette question de l'objectivation et même justement peut-être plus que plein d'autres acteurs publics sur aussi le rendement quelque part de l'action publique autour de ces sujets. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, ces réactions d'entreprise et le travail qui a été fait sur l'objectivation de l'engagement des entreprises? Est-ce que ça montre que voilà, on passe des étapes aussi et que cet engagement que vous connaissez bien se renouvelle et s'améliore? D'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour l'invitation. Alors déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les résultats de cette étude et puis ces témoignages font du bien.
c'est rassurant et c'est tout à fait concordant avec nous ce qu'on observe au travers de toutes les entreprises qu'on accompagne. Hein. À l'ADEME, on accompagne plus de 2000 entreprises par an. L'année dernière, c'était 2,5 milliards d'euros d'argent public de l'État mobilisé à travers l'ADEME pour accompagner des projets de décarbonation, mais pas que, aussi de circularité dans l'entreprise. Et donc nous, ce qu'on observe, on vient de finaliser un tour de France en fait, du monde économique, là, les 6 derniers mois, où donc on a des bureaux nous, dans toutes les régions et on invitait des dirigeants de PME, de TI. Et à chaque fois, on avait entre 100 et 200 dirigeants qui venaient nous voir pendant 2 heures pour écouter l'offre de l'ADEME pour la transition écologique. Et quand on a lancé ce Tour de France, on s'est dit, bon, il y a le backlash, est-ce que vraiment ça va intéresser ? À chaque fois, on faisait salle pleine. Et ce qui était très intéressant, c'est que finalement, la motivation de ces dirigeants, c'était pas forcément d'aller sauver le monde. Loin de là. C'était plutôt... alors, là, par exemple... là, il y avait un verrier qui avait une petite entreprise donc, qui fabrique des flacons pour le luxe essentiellement. Et lui nous a clairement dit moi, je ne viens pas pour le climat, c'est juste que mes donneurs d'ordre m'ont dit en 2030, on doit être décarboné, donc ça sera sans vous ou avec vous. Comment je fais qu'est-ce que vous me proposez, l'ADEME, pour que je décarbone mes fours et offrir des flacons décarbonés à mes clients ? D'autres, c'était pour des histoires d'approvisionnement. Il avait des fortes incertitudes sur la disponibilité de ressources dans sa chaîne d'approvisionnement. Et donc j'ai l'impression que cette étude aussi, elle montre bien que finalement l'engagement des entreprises pour la transition écologique, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne vise pas seulement la production d'impacts environnementaux. Et dans ce contexte de backlash, je pense que c'est mieux aussi de pouvoir montrer le retour sur investissement à la fois pour l'entreprise, de façon sonnante et trébuchante, mais aussi pour les écosystèmes territoriaux, toute cette valeur sociale qui est là en potentiel et qui est souvent pas prise en compte dans les décisions d'investissement. Je donnerai l'exemple aussi, alors nous là c'est plus sur l'énergie, là c'était plutôt un président de Comcom qui est venu nous voir en disant moi là j'avais 2 papetiers chez moi, l'un a été accompagné par l'ADEME pour décarboner son four, l'autre a continué au gaz. La crise ukrainienne l'a mis au tapis, là, il a survécu quelques mois, et là, c'est 50 emplois qui disparaissent, et sur le territoire, c'était pas neutre. Donc en fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ces sujets de décarbonation, nous, ce qu'on aperçoit, c'est que c'est des enjeux beaucoup plus stratégiques pour les entreprises, au-delà des impacts environnementaux. Mais en tout cas, cet exercice d'objectivation de cette valeur qui est créée, à la fois pour l'entreprise et pour les écosystèmes, elle est vraiment fondamentale. Et peut-être dernier point, parce qu'on a aussi fait une étude là, avec 100 entreprises qu'on avait accompagnées avec notre méthodologie ACT. Parce que parfois, on accompagne pour soutenir des investissements, là, sonnant et trébuchant, et parfois, on accompagne plus sur des démarches, des méthodologies. Et ACT, ça permet d'élaborer sa stratégie de décarbonation et puis ensuite de la piloter et de l'évaluer. Et 1 an après un accompagnement ACT, 50% des entreprises disaient que ça avait déjà eu un impact financier positif sur leur entreprise. Donc ça avait pour toutes les entreprises, ça avait transformé un peu leur stratégie, ça c'est sûr, mais au-delà de ça, 1 an après, ça avait déjà un impact sonnant et trébuchant. Donc nous, c'est ce qu'on cherche en ce moment, et donc on remercie vraiment Impact France et puis Wavestone pour cette étude, pour nous donner plus d'arguments encore qui vont dans cette direction, comme quoi ça crée de la valeur pour l'entreprise et pour le territoire. L'enjeu aussi avec cette étude et par rapport à ce que vous faites, c'est passer aussi de l'exemplarité qu'on présente là, à la norme. Le fait que finalement, c'est ce qui a été présenté, les coûts évités avec généralisation, parce que finalement, c'est quand même ça qu'on porte ensemble. Et c'est ça qui va aussi donner de la compétitivité aux entreprises, à minimal leur éviter d'être dans un système de concurrence déloyale. Et donc là, peut-être avoir vos réactions. Est-ce que cette manière de voir les choses, vous pensez qu'elle va permettre justement de développer, chacun dans votre filière, dans votre secteur, dans votre territoire, ce type de dynamique qui, il faut le dire, aujourd'hui en France, a été fortement ralenti, même si on a plein d'entreprises qui le font, la dynamique est ralentie. Est-ce que vous pensez qu'on peut, avec ce type de présentation, passer justement un peu de l'exemple à la norme sur vos industries ou vos territoires ? Jonathan. Complètement, franchement complètement. Donc,
En effet, je pense que c'est bien c'est bien ce que disait Baptiste à l'instant. Il faut rester quand même optimiste, c'est-à-dire que malgré ce contexte difficile, il faut continuer d'y croire et de se dire que finalement, si on est tous assis ici avec cet amphi qui est quasiment plein, c'est qu'on voit bien que cette problématique, elle continue d'intéresser, elle continue d'embarquer un certain nombre d'acteurs. Je pense que ça a été déjà dit avant moi, donc je vais peut-être le paraphraser avec ces termes-là. C'est comment on arrive à passer des coûts évités à une problématique de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et c'est vrai que cette question de la valeur ajoutée, elle pose la question finalement c'est quoi le bon référentiel pour calculer ces fameux coûts évités et qu'est-ce que finalement on sait valoriser derrière au-delà de simplement notre propre discours à nous ou on va dire de l'interaction directe que l'on peut avoir avec notre propre écosystème. Comment on se fait finalement embarquer dans une référentiel qui est plus large. Alors, il en existait presque un, la CSRD, qui avait énormément de défauts par ailleurs, mais qui posait finalement un cadre d'évaluation extra-financier qui permettait peut-être d'embarquer tout le monde déjà dans une forme de référentiel global. Ce ne sera pas ça, d'accord ? Ce sera autre chose. Ce qui est très bien dans la problématique des coûts évités, c'est que pour le coup, ça nous rattache à un étalon-maître qui est celui de l'argent, qui est non contestable par personne. Et donc c'est vrai que si demain on sait imaginer qu'à partir de ce référentiel, on sait en déduire ce que peuvent être des avantages peut-être fiscaux, pourquoi pas le CICE, il fonctionne bien sur des bases qui ressemblent un peu à ça, c'est-à-dire une évaluation des entreprises et derrière des systèmes d'accompagnement de ces boîtes-là, une valeur ajoutée qui peut être réglementaire, dans l'accès au marché public, que sais-je. En tout cas, si on arrive demain à inscrire finalement cette méthode-là comme une autre, mais en tout cas celle-ci à mon sens est intéressante, dans un cadre qui est un cadre partagé, objectivé, forcément il y a une forme de valeur ajoutée essentielle. Donc il ne faut pas se désespérer en disant on n'y arrivera pas demain, parce que c'est peut-être qu'en se disant qu'on y arrivera après-demain qu'on avancera. En tout cas, juste pour Sogaris, et j'en finis par là, nous, l'objectif, c'est qu'au-delà de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la valorisation de cette étude au sein même de l'entreprise, c'est comment finalement on s'inspire de ce qui a été fait sur la décarbonation pour d'autres sujets. Et un sujet qui pour nous est extrêmement important, c'est celui de la souveraineté économique, typiquement. Juste en 2 mots là-dessus, Sogaris, je vous ai dit qu'elle avait été créée il y a quelques années, dans les années 60. En fait, elles ont été créées ensemble, 2 sœurs jumelles. Sogaris au sud, Gare au nord. On est 70 ans plus tard. Sogaris est resté dans un giron public-privé, donc avec ce que j'évoquais tout à l'heure en termes d'ambition. Et puis Gare au nord est devenue une entreprise acquise par l'État chinois en 2017. Je pense que réussir à monétariser ce que peut être les impacts de coûts évités ou d'externalités négatives générées dans finalement ce circuit, cette vie d'entreprise et de ce que ça apporte aujourd'hui au territoire, aurait beaucoup d'intérêt pour nous et puis plus largement pour notre écosystème. Merci Florian pour votre industrie cosmétique. On se disait quelle importance à cette valeur de l'eau aussi pour toute cette industrie. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, il y a un coup d'accélérateur qui peut être mis sur le secteur ? Effectivement, tout à l'heure on a parlé des polluants éternels, on sait que l'eau est une richesse sensible, on sait que pour utiliser les produits cosmétiques, le consommateur a besoin de sa douche et de son eau. Beaucoup de raisons font que l'eau est au cœur de nos préoccupations. Aujourd'hui, cette étude, elle va pouvoir être amplifiée et utilisée pour faire bouger le secteur. Mais il y a quelques conditions à prendre en compte. La première, c'est qu'il faut être capable de le communiquer, tout en évitant ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'exagérer, de s'exposer trop grandement, etc. Mais il faut pouvoir communiquer. Pour l'eau, il y a 2 types de communication. La faisabilité, c'est faisable, on peut faire. En 2020, quand on s'est lancé, il faut se rendre compte que ce n'était pas faisable. Il y avait beaucoup de réglementations, que ce soit avec l'ARS, que ce soit avec l'ADREAL, que ce soit avec les différentes parties prenantes qui nous disaient « vous ne pouvez pas produire d'eau, vous ne pouvez pas le réutiliser ». Aujourd'hui, c'est possible. Donc les choses évoluent. Donc premièrement, la faisabilité est possible. Deuxièmement, cette étude de valorisation montre qu'il y a un intérêt plus global que celle de l'entreprise. Donc premièrement, une communication, c'est une clé du succès. Le deuxième, c'est travailler avec les parties prenantes. Je vous l'ai dit, on ne peut pas travailler sans l'ARS, sans l'ADREAL, sans la DDT pour pouvoir mener à bien ces projets. C'est trop complexe. Donc il faut le faire. Et finalement, la troisième condition qui est un peu attenante à la seconde, c'est qu'il faut du temps pour pouvoir mener ces projets. Il faut des convictions, parce que vouloir impacter plus globalement que son petit périmètre, ça nécessite de prêcher, de démontrer, de prouver, et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà les 3 conditions qui, pour moi, permettront d'embarquer les petits copains. Merci Florian.
Thibaut. Rapidement, nous, donc, sur l'industrie agroalimentaire qui est un volet un peu différent. Décarboner, je parlais des scopes 1 et 2, décarboner une usine, l'ensemble de l'industrie agroalimentaire est dans cette démarche-là, de décarbonation de l'usine. Le sujet qu'on a sur la décarbonation au sens un peu plus large, que peut-être d'autres secteurs ont moins, nous, on est sur une chaîne de valeur. Il faut savoir que notre amont agricole, c'est 70% de nos émissions de CO2. Donc on a de vrais sujets aussi de travail sur cette chaîne de valeur-là pour aller un peu plus loin. Donc quand je reprends l'étude impact, effectivement, on peut la valoriser sur ce volet entreprise, usine sur lequel on a la main, mais il y a un travail beaucoup plus global à faire avec l'ensemble de notre chaîne de valeur, donc avec l'amont agricole, avec les distributeurs et avec le consommateur aussi, parce qu'il y a toute une chaîne de valeur aussi, et la décarbonation, ça a un coût, en tous les sens du terme. Donc on est sur ces travaux-là. Je pense que l'étude va permettre en tout cas de renforcer la conviction d'une industrie qui est déjà mobilisée. Le zéro carbone au sein des usines et de l'industrie agroalimentaire, ça commence à se mettre en place. Il y a pas mal de feuilles de route qui sont mises en avant. Le sujet, ça va être comment on peut aller plus loin et l'élargir avec l'ensemble de notre chaîne de valeur. Pour moi, c'est comme ça qu'on arrivera à avoir un impact un peu plus important. Super, merci beaucoup. Et du coup, Baptiste, on finit par vous sur aujourd'hui, est-ce que ça peut permettre de penser les aides publiques et le soutien aux entreprises qui décarbonent autrement? On a vu, tout le monde en a parlé, c'est un coût. Et comment on arrive à ce que cette transition, ces transformations qui coûtent, puissent être finalement absorbées d'une certaine manière par peut-être un renouvellement, une réinvention des aides publiques aux entreprises? Oui, alors déjà, je pense que c'est essentiel que chaque entreprise fasse cet exercice. Donc, aller regarder à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de son écosystème, trouver des métriques pour évaluer ses coûts évités. Ça, c'est une gymnastique comptable, je trouve très très saine, dans la perspective d'une généralisation, de ce passage à la norme, comme vous l'indiquiez. Et ensuite, c'est sûr qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Pour l'instant, avec ces méthodes micro à l'échelle de chaque entreprise engagée dans le mouvement Impact, c'est super. Mais on ne va faire que ce qui est sans regret. On va faire que ce qui a à la fin, ce qui a un impact en termes de valeur ajoutée. Et donc, on a besoin des politiques publiques pour la généralisation. Donc, il y a eu cette opportunité manquée, comme le disait Jonathan avec la CSRD. Mais en tout cas, nous, on a besoin, pour le passage à l'échelle, il n'y a pas 36 options. Soit on met un prix du carbone, en tout cas pour la partie CO2, et là, ça viendra de fait valider les investissements qui ont été faits par les pionniers ou qui seront faits par les futurs qui suivront le mouvement. Soit on passe par de la réglementation. Sur l'eau, on peut imaginer plein de réglementations qui valideraient finalement le type d'investissement que vous avez réalisé. Ou alors la subvention. Et ça, la subvention, c'est nous. Et là, j'aurais un peu la même réflexion que dans la précédente table ronde, Thibaut Gulli avait. Là, on a besoin aussi d'unir nos forces dans l'argumentaire vis-à-vis des camarades de Bercy, où bien souvent, finalement, la logique économique qu'on est en train de décrire, eh bien, elle vient se fracasser face à une logique comptable qui a aussi ses raisons. Il faut être bien conscient en fait, des contraintes des uns et des autres. Et donc, à arriver plus fort entre nos analyses, les vôtres, montrer qu'il y a cette valeur territoriale qui est créée, évidemment, ça va être essentiel pour ensuite fonder le budget, les subventions publiques qui peuvent être allouées pour transformer cette valeur potentielle en une valeur réelle. Et je vois qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que sur la partie décarbonation, cet exercice de conviction, il a été gagné. Nous, en dépit du backlash, il faut bien voir que l'année prochaine, notre budget sur la partie décarbonation de l'industrie, il augmente. Alors, c'est mal raconté, on va dire, par le gouvernement, personne ne le sait, et puis on nous demande d'être un peu moins visible en ce moment, mais en fait, notre budget augmente. Et donc là, le lien entre décarbonation, souveraineté, justement, et puis résilience de notre industrie, il est bien fait. Et donc là, la conviction, elle l'a gagnée. Sur les autres externalités, sur les autres coûts évités, il faut qu'on lie nos forces. Et ce type d'étude est vraiment clé pour gagner en conviction vis-à-vis des camarades de Bercy. Eh ben, merci beaucoup à vous. C'était vraiment passionnant de vous avoir avec cette vision concrète de ce que ça peut apporter. Et donc, je vous laisse regagner vos places pour qu'on enchaîne avec la conclusion de ces échanges.